Vous écoutez Le Divan Mauve. Mon nom est Mélanie Dayavati-Fauché et mon but est de vous soutenir dans la connexion à votre nature profonde et à la nature qui vous entoure. Dans ce 18e épisode, je vous parle de l'expression suivante, marcher sa route. Je pars de 4 étapes qui me paraissent essentielles pour vous aider à vous engager sur votre propre route. Je vous pose 5 questions qui peuvent vous aiguiller et je vous donne quelques trucs pour que vous évitiez de dévier de votre route. Bonne écoute! Namasté tout le monde. J'espère de tout cœur que vous allez bien. J'ai eu envie de vous parler de ce concept de marcher sa propre route parce que cette phrase ou ce concept, c'est en fait sa signification, je vais vous parler de la signification de base, mais sa signification profonde. C'est une philosophie de vie, en fait, qui m'a aidé beaucoup à m'enlever de la pression. Puis pourquoi j'ai ressenti le besoin de vous parler de cette philosophie, c'est que ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de clientes qui m'ont interpellée parce qu'elles sentaient un certain mal-être. Soit elles sentaient qu'elles avaient légèrement dévié de leur route ou qu'elles n'avaient jamais été sur leur propre route. Puis, à ce moment-là, elles se mettent la pression parce qu'elles vont pas bien ou parce qu'il y a un flou intérieur qui arrive dans leur vie. Elles se mettent une pression à trouver ce qu'on entend souvent, là, trouve ta mission de vie, à trouver leur mission de vie. Okay. Une mission, là, ça inclut, il me semble, beaucoup de pression. Donc, je voudrais revenir à la notion de marcher sa route parce que je trouve, en tout cas dans ma vie, ma vision de cette philosophie m'a apporté beaucoup de simplicité, de paix, de douceur, de sagesse dans ma propre vie, dans ma vie au quotidien. Puis c'est ces perles de sagesse que j'ai envie de partager avec vous. Suivez-moi, je vais analyser la phrase sommairement avec vous, puis ensuite je vais vous amener à la signification plus profonde. Donc la phrase, c'est « marcher sa route ». Donc on n'a pas dit « suivre sa route ». On a choisi le verbe « marcher ». Suivre, pourquoi on n'a pas dit suivre sa route? Pourquoi je ne vous parle pas de suivre votre route? C'est parce que suivre, ça impliquerait que la route est déjà tracée. Vous me suivez? Puis, qui sommes-nous pour dire, et qui suis-je moi pour dire que votre route est déjà toute tracée? On n'en a aucune idée. Donc, c'est pas le verbe suivre qu'on a choisi. C'est pas non plus le verbe chercher sa route. Parce que chercher sa route, ça impliquerait le fait que vous avez perdu votre route ou que vous avez jamais marché sur votre route puis vous la cherchez. Je trouve ça un petit peu insécurisant puis ça pourrait amener beaucoup d'anxiété, de stress, d'incertitude. Donc, on parle de marcher sa route. J'ai aussi envie de comparer le verbe qui a été choisi, marcher, comparativement à courir. On marche sa route, on la court pas. On va pas vite sur sa route, on court pas d'un point A à un point B. On marche sa route. Restez avec moi, je me rapproche tranquillement du sens profond. Je suis toujours sur le verbe marcher. Marcher sa route, ça implique donc le verbe marcher, ça implique le mouvement, ça implique l'action, ça implique de s'ancrer sur terre. Pensez à vous qui marchez tranquillement, un pas à la fois. Un pas à la fois s'ancre. Il y a un moment de déséquilibre entre chaque pas, de suspension entre chaque pas, puis on finit par toucher le sol avant de soulever l'autre pied. Donc, il y a la notion de un pas à la fois. Dans le verbe marcher, il y a aussi la notion de tracer, parce qu'on trace avec nos pas un chemin. Donc, on est en train de créer notre chemin sur la terre, un pas à la fois. Il y a une parole de Lao Tzu qui
fait le lien avec ce que je viens de dire. Le voici. Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. J'adore cette citation parce qu'elle me rappelle à quel point la vie est un voyage. Puis que le plus important, c'est de faire le prochain pas. Ça enlève toute la pression de se trouver un lieu où se rendre, une destination à atteindre. L'important, c'est d'être présent sur sa route. En vous disant ça, j'essaie de vous décrire qu'est-ce qu'est la signification profonde de cette philosophie de vie qui est reliée au fait de marcher sa route. Il s'agit d'avancer dans la vie en découvrant son propre chemin, un pas à la fois, que ce soit le chemin professionnel, personnel, spirituel, tout en évoluant et en co-créant notre propre chemin. En décrivant ça, j'ai l'impression que c'est pas si clair. Donc, voici ce que j'ai écrit pour condenser le tout. Fais un pas et le mouvement débutera. Marche et le chemin se dévoilera. Donc, c'est l'idée que vous n'avez pas à le trouver, le chemin. Vous n'avez pas à le chercher. Vous n'avez pas à vous demander c'est quoi votre chemin. L'important, c'est d'avancer un pas à la fois. Donc, marcher sa route, d'après moi, ça devrait être naturel et sacré, comme la vie, comme notre existence à chacun, chacune. Sauf que, donc ça devrait être facile, ça devrait être simple, ça devrait être une seconde nature. Pourtant, je vois beaucoup de gens qui dévient de leur propre route. Je reconnais beaucoup de personnes qui étaient sur leur route puis qui commencent à dévier ou qui ont toujours été juste à côté puis ils n'osent pas faire un pas sur leur propre route. Donc, je vais essayer de vous expliquer comment on peut faire pour se reconnecter sur sa propre route quand on a été déconnecté. Pourquoi, en fait, parfois, on n'est pas sur notre route ou je rencontre des gens qui ont dévié ou qui n'osent pas faire un pas sur leur propre route. C'est parce que c'est toujours naturel, mais on peut avoir perdu notre connexion avec notre nature. On peut avoir été déconnecté par certaines normes sociales, par un type d'éducation qu'on a reçu, par des attentes extérieures qui ont pressé sur nous. Donc, l'idée, puis qui nous a fait dévier de notre route, peut-être que quelqu'un voulait devenir fleuriste, mais son père était un célèbre, je connais personne comme ça, là, je vais juste donner ça comme exemple. Son père était un célèbre avocat, puis il l'a pas laissé devenir fleuriste, il l'a pas en fait encouragé à devenir fleuriste, même si cette personne était passionnée par les fleurs, puis aurait vécu une vie heureuse en étant fleuriste. Le problème, c'est quand on a trop d'attentes extérieures de la part des autres qui croient que la route qu'ils voient pour nous, c'est notre propre route, on peut finir par croire que c'est la vérité, puis être malheureux sur une route qui ne nous convient pas. En essayant de mettre à la place des gens qui ne sont pas sur leur route ou qui ont dévié et ne savent plus comment revenir, j'ai décortiqué 4 étapes qui pourraient peut-être vous aider là-dedans. Puis si vous êtes déjà sur votre route, ça va juste vous confirmer. Donc, je commence avec ma première étape. Je crois que la première étape pour être capable moi-même, je suis en train de me tromper. Je crois que la première étape pour être capable de marcher sa route, c'est de se donner à soi la permission de se découvrir. Qu'est-ce que ça fait, se donner la permission de se découvrir? Ça nous fait faire face à l'inconnu. L'inconnu, ça peut être quelque chose de bien basique, là, bien petit. Comme, par exemple,
Vous avez toujours voulu danser, mais vous n'avez jamais pris un cours de danse. Vous n'êtes jamais allé dans une place pour danser. C'est juste une chose de base comme ça. La danse, c'est l'inconnu pour vous. Mais si vous vous permettez pas de vous découvrir, vous donnez pas la permission de vous découvrir, ben, vous aurez tendance à ne pas risquer d'aller vers quelque chose de différent, mais qui vous appelle. Donc, le fait de se donner la permission de se découvrir, ça nous permet d'accepter le changement et l'inconfort de l'inconnu. Parce qu'après ça, quand on passe à travers ça, on découvre des choses nouvelles sur nous. Puis, ça fait que notre route devient plus claire. Notre route devient plus heureuse. Notre route commence à nous ressembler plus parce qu'on découvre des nouvelles choses sur nous. La deuxième étape, ce serait, c'est toujours selon ma vision, là. Il peut y avoir d'autres visions comme ça. C'est d'accepter notre unicité, accepter qu'on est unique, qu'on ne voit pas la vie comme les autres la voient, qu'on a chacun notre vision de la vie, que même si quelqu'un vous aime vraiment beaucoup, puis qui vous dit « Je te vois vraiment être tel type de travailleur, tel type de professionnel », mais cette personne ne vit pas votre vie, elle n'est pas sur votre route, même si elle vous connaît. La vision qu'elle a de vous, ce n'est pas nécessairement qui vous êtes réellement profondément. Donc, ça revient à un des concepts des 4 accords Toltec, si ça vous tente de revisiter ça, un épisode que j'ai fait qui s'appelle les 4 accords. Donc, dans les accords, on parlait, je ne sais pas si vous vous souvenez, on parlait de l'idée que chaque personne se fait son propre film de sa propre vie. Et si je regardais le film de ma meilleure amie, de mon meilleur ami, ça serait pas le même film que moi je vis, même si on vit les mêmes choses ensemble. On n'a pas la même vision. Donc, le fait d'accepter d'être unique, que notre vision est unique, ça nous permet d'être plus libres pour choisir notre propre route. Ensuite, accepter d'être unique, c'est l'étape là, une des étapes les plus importantes, je crois, c'est ça inclut accepter de suivre sa petite voix qui chuchote. La petite voix qui chuchote, je l'appelle souvent comme ça avec mes clientes, mais c'est l'intuition. Il y a une partie en nous qui sait qu'est-ce qui est le bon chemin pour nous, qu'est-ce qui est le bon tournant. Parfois, on est sur notre route, on marche notre route, on sent qu'on est à notre place, puis on arrive à la croisée des chemins. On sent qu'on a comme 4 options. 5, 10, 17, ça dépend des gens. 2 options. Qu'est-ce qui nous fait choisir plus une que l'autre? Oui, c'est important de choisir de façon rationnelle, mais intuitivement, souvent on sent que « Oups, ça, je devrais pas prendre ce tournant-là. Je devrais prendre celui-là. » Je suis sûre que vous vous souvenez un moment dans votre vie. Essayez de penser, y a-t-il un moment dans votre vie où vous avez pris une décision parce que ça vous semblait rationnellement la bonne chose, mais que vous sentiez une petite voix qui vous chuchotait, je pense pas. C'était pas une voix de peur, là. C'était pas la peur de l'inconfort. C'était pas la peur de faire quelque chose de différent. C'était une peur de vous sentir piégé dans une route qui ne vous correspond pas. On a tout le monde a déjà fait un choix comme ça. Si vous vous en souvenez, ça vous a sûrement appris, en prenant ce chemin-là, que c'était pas un bon chemin pour vous. Des fois, c'est un travail qu'on accepte ou j'ai entendu beaucoup de gens dernièrement qui ont accepté des promotions, mais qui sont plus malheureux dans leur promotion. Donc, peut-être qu'ils étaient déjà sur leur route. C'était parfait pour eux où ils étaient. Ils pouvaient progresser, puis que le fait d'avoir pris un nouveau poste les rend coincés dans certains aspects de leur être. Donc, c'est juste pour vous donner un exemple comme ça. L'autre étape, la 3e étape, ce serait accepter qu'on fait partie du monde qui nous entoure. Et
en faisant partie du monde qui nous entoure. Pourquoi c'est important d'après moi d'accepter qu'on fait partie du monde qui nous entoure? Ça nous fait prendre conscience et ça nous fait prendre la responsabilité qu'on a un impact sur le monde qui nous entoure. Puis le fait qu'on a un impact sur le monde qui nous entoure, c'est important de choisir et de créer sur notre route ce qui va causer un impact positif. Ou peut-être que positif, c'est pas le bon terme à utiliser. Je dirais un impact bienveillant, un impact heureux pour les gens autour. Ma 4e étape que j'ai trouvée, c'est accepter de contribuer au monde qui nous entoure. Quand on sait, on est conscient qu'on a un impact. Chaque petit geste a un impact. Chaque parole a un impact sur le monde qui nous entoure. Chaque choix a un impact sur le monde qui nous entoure. Je vous dis pas ça pour vous rendre anxieux ou anxieux. Je vous rappelle ça pour vous dire que vous pouvez contribuer au monde qui vous entoure. Quand on décide qu'on peut et qu'on veut contribuer au monde qui nous entoure, c'est là que l'aspect créatif de notre route embarque. On se rend compte qu'on peut créer quelque chose qui nous correspond et qui va être en plus bénéfique pour les autres. J'espère vraiment que vous me suivez dans ma réflexion. Restez avec moi, j'ai pas fini. Donc, si je les résume, là, mes étapes, c'est des étapes que j'écris en réfléchissant à ça pour essayer de vous aider, là. Il n'y a pas un livre qui décrit ces étapes-là. S'il y en a un jour, ce sera celui que j'écrirai. Donc, première étape, se donner la permission de se découvrir, parce que ça va nous permettre de faire face à l'inconnu, ça va nous donner la motivation d'essayer des nouvelles choses, de se découvrir. Accepter d'être unique, qu'on a notre propre vision de la vie et qu'on ne peut pas choisir notre route en fonction de ce que les autres pensent de notre route. Accepter qu'on fait partie du monde qui nous entoure, qu'on a un impact sur lui, puis ensuite accepter de contribuer au monde qui nous entoure. Ça nous donne la motivation puis une intention aussi pour progresser, pour marcher sur notre route. Je vous propose maintenant de répondre à 5 questions que j'ai préparées pour vous aider à rester sur votre route, à marcher votre route, à co-créer votre route avec la vie. Premièrement, vous ne pouvez pas détecter si vous déviez de votre route ou pas si vous ne connaissez pas vos valeurs. Donc, ma première question, c'est quelles sont vos valeurs? Connaissez-vous vos valeurs piliers? Je vais vous mettre en lien de l'épisode un exemple de valeur. Il y en a vraiment beaucoup plus qu'on pense. Puis vous pouvez en trouver même juste en faisant une recherche sur Internet. Je vais vous donner celle que moi je préfère. Mon truc pour découvrir quelles sont vos valeurs, et moi c'est quelque chose que je refais régulièrement parce que nos valeurs peuvent varier dans l'importance et légèrement changer selon nos expériences de vie et l'âge qu'on a, les rencontres qu'on fait, les études qu'on fait aussi. Donc, ce que je refais régulièrement, moi, au moins à chaque année, c'est regarder toutes les valeurs qui existent, ou en tout cas la majorité des valeurs, puis rapidement, on les lit, puis rapidement, vous encerclez 25 valeurs qui résonnent avec vous, que vous sentez, oh, ça me touche vraiment beaucoup. Je vous donne un exemple, là. La famille, ça peut être une valeur. L'humilité, ça peut être une valeur. L'ambition, ça peut être une valeur. La liberté, ça peut être une valeur. La compassion. Il y a plein de choses. Ça peut être très, très profond ou très, très pratico-pratique. Donc, quand vous avez encerclé les 25 valeurs qui résonnent le plus avec vous, profondément, sans que quelqu'un vous regarde, pensez juste vous de l'intérieur, sans vous juger. Ensuite, vous prenez les 25, vous les réécrivez, puis vous choisissez le plus rapidement possible les 5 plus importantes pour vous. Ça ne veut pas dire que les 25 ne sont pas importantes, mais il y en a les 5 plus importantes. Puis quand vous avez fait ça, bien vous vous retrouvez avec vos 5 valeurs piliers. Et ces 5 valeurs piliers vous permettent de prendre des décisions à la croisée des chemins. Quelle route prendre? Imaginez, j'arrive sur ma route
à la croisée des chemins. J'ai 17 chemins possibles. Si je les passe à travers mes 5 valeurs piliers, c'est sûr que ça les réduit tout de suite. Il y en a probablement au moins 10 qui ne correspondent pas à une de mes valeurs piliers. Puis ensuite, les 7 qui restent, ben, je les repasse dans ma deuxième valeur, troisième valeur, quatrième valeur, cinquième valeur. Est-ce qu'il y a un chemin qui correspond à mes 5 valeurs piliers? Puis si oui, c'est fort probablement la bonne route pour vous. Deuxième question. Quel est votre désir profond? Qu'est-ce que vous voudriez créer dans le monde extérieur? Que profondément, là, si vous n'arrivez pas à faire ça un jour, vous allez être vraiment, vraiment triste. Si vous arrivez à créer ça, cette chose, cet état, ce concept, vous allez vraiment vous sentir accompli. Je peux vous donner des exemples comme ça peut être quelque chose de très simple, mais qui n'est pas si simple que ça. Il y a des gens que pour eux, créer une famille harmonieuse, ce serait leur désir le plus profond. Il y a peut-être une personne pour qui créer une école spécifique pour un genre d'étudiant spécifique, ce serait son rêve, son désir profond. Je vais vous donner l'exemple de mon grand-père maternel. C'est un homme que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il était très avant-gardiste, très ouvert d'esprit, comparativement aux autres hommes que j'ai connus de cette époque. Il a connu la Deuxième Guerre mondiale et il a donc eu l'entraînement pour devenir soldat. Puis quand il est revenu de la Deuxième Guerre mondiale, quand ça a été la fin, quand il est revenu, il s'est rendu compte qu'un de ses plus jeunes frères manquait de confiance en lui, vraiment beaucoup. Ça le minait dans sa vie, ça le minait à l'école. Probablement qu'il y avait de l'intimidation, je ne sais pas pour sûr, mais il voyait que il se sentait pas à l'aise avec les autres, il se sentait diminué par rapport aux autres. Puis, il a eu une idée, parce que lui avait connu l'entraînement. Qu'est-ce que ça lui avait donné comme confiance en lui, de s'entraîner, de devenir plus fort, d'apprendre ses compétences physiques, apprendre ses compétences d'équilibre, apprendre le travail d'équipe aussi. Donc, il s'est dit, dans ma petite ville, il n'y a pas rien pour mon trop jeune à s'entraîner. Donc, je vais aller voir, est-ce qu'il y aurait un endroit qui n'est pas utilisé, que je pourrais utiliser pour créer un centre d'entraînement. Puis, bénévolement, il a trouvé un endroit qui n'était pas utilisé. Il est allé demander au maire de la ville, est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour les jeunes? Puis, je connais assez ça pour pouvoir enseigner aux jeunes. Puis, non seulement ça a donné confiance à plein de jeunes en leur capacité physique, mentale, leur capacité de s'entraider, d'entraide, mais en plus de ça, son frère qui manquait de confiance a pris confiance en lui, est devenu plus fort, puis il s'est même entraîné de façon très intensive et est devenu Monsieur Canada. Et il est arrivé deuxième à Monsieur Univers à cette époque-là. Donc, parce qu'il avait le désir profond d'aider son frère et d'autres jeunes à avoir confiance en eux, c'était ça son désir profond à l'époque, il a réussi à marcher sur cette route, sur sa propre route et créer un centre d'entraînement et de convivialité pour les jeunes. Donc, c'est juste pour vous donner un exemple de où ça peut nous mener sur notre route. Juste une valeur et un désir profond. Donc, ma deuxième question, c'était quel est votre désir profond? Qu'est-ce que vous voudriez créer dans le monde extérieur? Ça pourrait être traduit aussi, la deuxième question, par si vous ne trouvez pas quelque chose que vous désirez créer, vous pouvez vous poser la question suivante. Quel problème voudriez-vous résoudre dans le monde? Ou dans votre entourage, dans votre famille, dans votre école, dans votre village? En répondant à cette question, ça va vous donner vraiment une idée de quoi a l'air votre chemin, de quoi est fait votre chemin. J'en arrive à ma troisième question.
Si vous aviez tout le temps et les ressources nécessaires, ce serait quel genre de vie votre vie? Quel type de vie serait la vôtre? Qu'est-ce que vous feriez dans cette vie? Est-ce que vous feriez le travail que vous faites en ce moment? Est-ce que vous feriez quelque chose différemment? Ça peut vous amener à vous recadrer ou vous ramener au centre de votre route. Puis ma dernière question, mais non la moindre. Si vous étiez votre meilleur ami, puis vous étiez en train de vous regarder de l'extérieur. Donc imaginez, vous êtes à l'extérieur de vous-même, vous regardez votre vie. Quel conseil bienveillant vous donneriez? Quel conseil bienveillant vous donneriez? Qu'est-ce que votre meilleur ami vous dirait en ce moment? Si c'était vous, votre meilleur ami, c'est quel conseil que vous donneriez à la personne devant vous? Wow, continue, je sens vraiment que tu es sur ton chemin. Tu devrais te faire confiance avec telle chose que tu n'arrêtes pas de me dire. Fonce, fais ça. Qu'est-ce que vous vous diriez? Quel conseil vous donneriez? Donc, je vous laisse avec ces questions, en espérant que ça va vous aider à vous retrouver au centre de votre route. J'avais dit que je vous donnerais 1 ou 2 trucs pour éviter de dévier de votre route. Mon principal truc, OK, c'est le truc que mon père m'avait donné quand j'ai commencé à apprendre à conduire. Ça fait très longtemps. J'avais tendance, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, quand on apprend à conduire, puis à se repérer, à l'époque, il n'y avait pas de GPS non plus, il faut dire. Puis, des fois, je n'étais plus sûre, est-ce que je suis vraiment sur la bonne route, sur mon bon trajet? Puis là, je regardais à côté, sur la route d'à côté, le panneau indicateur, puis là, ça indique l'endroit où je devrais aller. Fait que je pense que je suis plus sur ma route. Je panique. Donc, me suivez-vous? C'est-à-dire, le premier truc qu'il m'avait donné, c'est évite de regarder les panneaux sur les routes d'à côté ou sur la route d'à côté. Donc, comment je pourrais traduire ça? Simplement, pour vous, c'est arrêter de regarder qu'est-ce qui se passe sur la route de l'autre d'à côté. Ah, lui est rendu à telle place. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Moi, j'ai peut-être pas pris le bon chemin. Non, tu es sur ta propre route. Vous êtes sur votre propre route. Qu'est-ce que l'autre a fait que moi, j'ai pas fait? Si on passe notre temps à regarder le panneau de l'autre, on va manquer notre sortie à nous, manquer notre tournant important. Il fallait prendre une décision, retourner à nos valeurs piliers, puis je ne l'ai pas fait parce que j'étais en train de regarder quelle route l'autre est en train de choisir. Donc, évitez à tout prix de regarder le panneau sur l'autre route. Donc, évitez de regarder qu'est-ce que les autres, eux, accomplissent. C'est pas important qu'est-ce que l'autre accomplit. C'est important pour sa communauté, mais c'est pas important par rapport à notre propre route. Vous êtes ici pour quoi? Quelles valeurs vous correspondent? Qu'est-ce que vous voulez co-créer sur votre route? Et pour être utile à quoi, à qui? C'est pas la même chose que l'autre à côté. Donc, évitez de regarder le panneau d'à côté de l'autre route. Puis, ça amène au deuxième truc que j'ai déjà un petit peu abordé, c'est-à-dire, je partirais de l'expression « c'est toujours plus vert sur le terrain d'à côté ». C'est toujours plus vert chez le voisin. Ben là, ça me parle beaucoup, moi, dans cette période où les réseaux sociaux sont tellement importants, considérés comme importants par la plupart des gens. Ça fait qu'on voit, mais juste une petite loupe qui nous montre juste un petit aspect de l'autre personne. On peut vite penser que c'est plus vert chez le voisin d'à côté. Il va toujours avoir quelque chose de mieux chez l'autre, puis quelque chose de pire chez l'autre.
Si on se concentre sur qu'est-ce que les autres décident de faire paraître, on va faire fausse route absolument. Si on regarde les deux terrains, là, celui qui est à côté de moi, qui n'a pas de pissenlit puis qui est toujours vert, peut-être qu'il se cache des pesticides sur ce terrain. Et sur mon terrain, il y a il y avait beaucoup de pissenlits. Maintenant qu'il y a d'autres plantes qui peuvent attirer les pollinisateurs, je me suis mis à couper mon gazon. Et j'ai aussi arraché les pissenlits parce que selon la vision peut-être du voisin d'à côté, je sais pas, là, je dis ça comme ça, peut-être que les pissenlits, c'est laid et c'est vraiment une nuisance. Mais pour moi, l'herboriste, le pissenlit, c'est un remède extraordinaire et je cueille les racines pour les laver, les couper en morceaux et les torréfier pour faire un café de racines de pissenlit qui est vraiment délicieux et qui va en plus aider à la digestion. Donc, qui peut savoir ça juste en regardant un petit bout de terrain? On connaît pas l'histoire complète de l'autre. Ça sert à rien d'essayer de se faire des idées de notre propre route en regardant, en se comparant aux routes des autres. C'est vraiment, on fait fausse route quand on fait ça. Puis, j'avais dit 2, mais j'en ai une troisième qui est toujours en lien avec ça, un troisième truc. Ce serait d'éviter de demander à tout prix l'avis de l'autre avant de prendre nos décisions. Si ça revient à l'idée de départ dont je vous ai parlé, que chacun a sa propre vision. Si je demande à 8 amis un conseil, je peux m'inspirer de leur vie, de leur expérience, mais je peux pas me fier uniquement à leurs conseils parce qu'elles n'ont pas, elles ne marchent pas, elles n'ont pas l'expérience de marcher ma route à moi. Elles ont l'expérience de marcher leur route à elles. Puis peut-être aussi qu'elles sont même pas sur leur route, peut-être qu'elles ont dévié un peu. Donc l'idée, c'est de vraiment faire attention à ça. Je connais des gens qui passent leur temps à demander aux autres qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que je pourrais faire. On peut s'inspirer de la force de quelqu'un, de dire « Ah, ça, c'est une bonne... Ah, elle fait ça, elle. Chez elle, c'est donc bien une bonne idée. Je vais m'en inspirer. Ça convient à mes valeurs. Je vais faire ça. Je t'emprunte cette façon de faire-là. J'aime ça. » C'est différent que « Qu'est-ce que tu ferais à ma place? » Me suivez-vous? Parce qu'on peut le demander, mais la seule personne qui peut savoir, c'est vous-même. Je vous ramène encore à l'autonomie, le pouvoir personnel. On pourrait rajouter ça comme truc. En fait, en vous parlant, je me rends compte de ça. Le truc de faire vraiment attention à ne pas remettre notre pouvoir personnel dans les mains de quelqu'un d'autre. Ça a l'air facile à dire, mais c'est pas toujours facile parce que ça arrive souvent dans la vie qu'on va être confronté à une figure d'autorité qui a tellement l'air de savoir qu'est-ce qui est bon pour nous. Rappelez-vous, en tout temps, vous avez le droit de respirer, de prendre un pas de recul, de prendre un moment pour ressentir et vous ramener à vos valeurs. Est-ce que ce que l'autre vous dit qui est bon pour vous résonne avec vos valeurs, vous permet d'être plus ancré sur votre propre route dans le moment présent? En faisant ça, en prenant le temps de vous sonder vous-même, vous vous permettez de rester souverain dans sur votre route. Donc, si je vous résume les trucs pour éviter de dévier de votre route, vous vous souvenez du truc de arrêter de regarder les panneaux sur l'autre route d'à côté pour pas rater vos tournants et pour être sûr que vous restez bien ancré sur votre route. Évitez de vous comparer aux routes des autres. Gardez votre souveraineté intérieure en vous ramenant toujours à vos valeurs et à votre pouvoir personnel. Puis, j'ai envie de vous ajouter aussi ceci. Une chose qui peut vous aider à marcher votre route, c'est de vérifier vos bagages de temps en temps. Est-ce que vous transportez
trop de choses sur vos épaules. Quand les années avancent, parfois, on a gardé des choses qui ne nous servent plus, qu'on transporte avec nous sur nos épaules, certaines responsabilités, certaines croyances, certaines idées. C'est bon parfois de prendre le temps d'observer qu'est-ce que j'ai gardé dans mon bagage, puis de faire le tri, de laisser ça derrière et de repartir pour la suite du chemin avec un peu plus de légèreté. En terminant, j'ai vraiment envie de vous dire ceci. Je vous souhaite de marcher sur votre route, de marcher votre propre route, un pas à la fois, en savourant chaque étape, en vous concentrant sur le moment présent, sur faire un pas à la fois, tout en étant ancré dans vos propres valeurs et avec le souhait profond de faire quelque chose qui est utile pour vous et le monde qui vous entoure. Je vous laisse sur une dernière citation de Lao Tzu qui va comme suit. Il n'y a pas de chemin vers le bonheur. Le bonheur, c'est le chemin. Je vous mets les liens, les sources, comme d'habitude, sous les notes de podcast. Et cette fois-ci, je vous laisse aussi le lien pour participer à mon cercle du solstice d'été du 21 juin prochain. Il reste une semaine pour s'inscrire et il me reste 4 places. C'est un groupe privilégié et ça se donne en présentiel chez moi. Si vous avez aimé cet épisode, marchez sa route, abonnez-vous, partagez dans vos réseaux, parlez-en à des amis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Mélanie Dayavati-Fauché, laissez-moi des commentaires, j'aime beaucoup vous lire et puis vous pouvez même me laisser des suggestions de prochains sujets d'épisodes. À très bientôt, portez-vous bien. Om Shanti.